Comment le roller est-il passé du sport le plus pratiqué dans les années 90 à un sport oublié? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Attachez bien vos lacets, c'est parti. La folle histoire du roller. La création des premiers rollers en ligne. Scott Olson et son frère Brennan ont créé les premiers rollers avec des roues alignées. Parce qu'en effet, à l'époque, en Amérique, il n'y avait pas les rollers alignés, ça n'existait pas, il y avait des rollers quad. En 1979, les deux frères étant des joueurs de hockey sur glace compétitifs, ils ont commencé à construire des patins de hockey avec des roues, qui avaient à la base comme objectif d'aider les joueurs de hockey pendant une période de hors-saison. Pendant 4 ans, de 1979 à 1983, Scott Olson a dirigé la recherche et le développement des patins en ligne qu'il voulait créer. Il a donc formé une société, Rollerblade, vous la connaissez sûrement. À la fin des années 1980, le produit de Scott est devenu extrêmement connu. Tout le monde en voulait pour s'amuser tout en faisant du sport. Parce qu'en fait, le roller, ça pouvait vous permettre de vous amuser tout en faisant du sport. Et ça, les Américains, ils ont surkiffé. À tel point que, malheureusement pour Scott, il voulait faire grossir la production du produit, et n'ayant pas les moyens, il a décidé donc de vendre en 1983 la société Rollerblade. L'événement marquant. Le roller a été un tel succès qu'il dépassa le skateboard, qui comptait environ 5 millions de pratiquants, alors qu'en moins de 10 ans, le roller s'était imposé avec plus de 24 millions de pratiquants dans les années 1990. On le verra après, mais les skaters, ils ont pas trop apprécié ça. Comment parler du roller sans parler d'un des événements qui a totalement bouleversé l'histoire de ce sport, le premier grind sur une barrière. Le 21 novembre 1991, Chris Edwards est le premier à réaliser un grind sur un rail. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'espace pour slider, les personnes avant lui ne faisaient que des sauts, des gaps. Chris a eu l'idée de slider sur un rail. Je vous rappelle, sans espace pour slider. Ce qui veut dire qu'il a bien dû se casser la gueule avant quand même. En fait, ça peut paraître un petit peu bête, mais personne n'avait imaginé qu'on pouvait slider avec des rollers. Et c'est pour ça qu'en faisant ça, Chris Edwards, il a permis d'apporter une toute nouvelle vision dans ce sport, qui a bouleversé à jamais l'univers du roller. Cette journée historique a permis au roller de devenir ce qu'il est aujourd'hui devenu. La médiatisation de ce sport. Vous le savez certainement pas, mais à la fin des années 1991, début 1992, commença le tournage d'un film de roller qui sorta dans les salles de cinéma du monde entier en 1993. C'est un des plus gros films de roller qui va être sorti et qui va vraiment pouvoir montrer pleinement ce qu'est le roller. Airborne a été posté après Prayer of the Roller Boys, qui est un film sur le roller qui était extrêmement connu à l'époque, mais qui présentait qu'une partie de ce qu'on pouvait réellement faire quand on était un rider. C'était plutôt de la fiction et c'était plutôt là pour intéresser le téléspectateur. De plus, la sortie du film Airborne a été soutenue par la sortie de Dare to Air, une vidéo avec des riders qui utilisent des rollers avec des roues de 72 mm et qui font des figures juste incroyables. Mais aussi avec la sortie d'un magazine de Daily Bread. Toutes ces sorties ont eu une très grande influence sur la visibilité du roller parce que c'était la seule façon pour les riders de voir tous les nouveaux tricks qui étaient inventés par les professionnels. Dans un monde sans YouTube, sans web, de grandes marques comme CNET, Rosses et Mean Game ont fait des vidéos de teams professionnels. C'était leur principal outil de marketing. Donc ce qu'il faut retenir pour cette partie, le roller est en train d'exploser. S'il y a eu un tel engouement médiatique, je vous laisse bien imaginer la croissance financière du roller. La croissance folle du roller. L'ascension fulgurante du roller, le sport connaissant la croissance la plus rapide du pays, d'après les statistiques de l'International Inline Skating Association. La marque leader mondiale affirme avoir contribué à changer la vision du sport. Pour voir cette évolution, on va prendre la marque leader, donc Rollerblade, avec un taux de croissance annuel moyen de 1987 à 1992 de 115,5%. La demande de patins Rollerblade était telle qu'elle a dépassé la production. Le nombre de points de vente des patins est passé de 31 en 1984 à 3000 en 1990. Vous vous rendez compte? On a fait x 1000 en 6 ans. C'est une dinguerie. En 1990, le marché total des rollers atteignait environ 60 millions de dollars. En 1994, le même marché s'élevait à plus de 650 millions de dollars, avec 40% du marché détenu par Rollerblades, soit 260 millions de dollars. Vous vous rendez compte, il y a presque un monopole de la part de Rollerblades sur le marché des rollers. Le marché du roller pesait un demi-milliard de dollars. 14% des familles américaines possédaient des patins à roues alignées en 1995. Comme vous pouvez bien l'imaginer, s'il y a eu une telle croissance, il y a dû aussi avoir de gros événements. Ça tombe bien, on va parler des X Games. Pour ceux qui ne connaissent pas les X Games, c'est une compétition qui a lieu annuellement de plusieurs sports extrêmes. En gros, la plus grosse compétition de sport extrême au monde. Le X Games, si ça existe, c'est en grande partie grâce à la popularité précoce du roller. Un point qui méritait d'être utilisé notamment grâce à la croissance du marché et les différents films sur le roller. De réels prodiges ont pu être mis en avant, comme les Français Ty Chris, Anthony Avella, et bien évidemment les frères japonais Yasutoko, qui jusqu'à ce jour restent invaincus avec des tricks restant jusqu'à présent jamais replaqués par d'autres riders,
Depuis 1995, le roller agressif était représenté en rampe, en street et en parc au X-Games, attirant plus de 200 000 spectateurs et coûtant 10 millions de dollars. Les X-Games furent un succès commercial et contribuèrent à accroître la visibilité et la légitimité du roller, et qui elle va être dégradée par les skaters, on en parle encore après. Comme on l'a dit avant, il y avait plus de 24 millions de personnes qui pratiquaient le sport du roller, alors qu'il n'y avait que 4,5 millions de skaters et seulement 3,8 millions de snowboarders. Mettez-vous en tête que rien pendant les années 90 n'est comparable au roller. Malheureusement, le 1er mars 2005, la chaîne de télévision américaine ESPN, organisatrice des fameux X-Games, a annoncé que le roller ne serait plus présent aux X-Games. La chaîne avait mis en balance des critères d'audience, des données démographiques et la population des sites internet pour motiver sa décision. Le roller sera donc relégué au rang de démonstration pour la 11e édition des X-Games. Après 10 ans de création des X-Games, les X-Games qui a totalement évolué avec le roller, qui abonne un pilier important de son histoire pour la 11e édition. Tous ces événements, la croissance du roller, la médiatisation du roller, le roller aux X-Games, ça a créé quelque chose que les autres sports n'ont pas accepté. Un sport en particulier n'a pas vraiment accepté. Et on va en parler tout de suite. Une guerre interculturelle. Les skaters contre les rollers. Dans les années 90, les skaters détestent réellement les rollers. Pourquoi, vous me direz? C'est simple, le skateboard, ça fait plus de 20 ans qu'il essaye de s'implanter. Il essaye de s'implanter comme un sport qui se pratique depuis l'enfance. Il n'y avait pas de haine, pas de critique. On voyait un jeune sport de rue qui essayait de grandir depuis près de 20 ans, avant l'arrivée du roller. Il se voyait envahir par des rollers sur les skateparks très rapidement. Les skaters n'ont pas vraiment apprécié cela, et ils ont décidé que les rollers marchaient sur leur plate-bande. C'était comme si rien de ce que pouvait faire le roller ne lui permettrait d'échapper à la vigilance constante des skaters. Mais en réalité, ce qui était au cœur de cette haine, c'était le fait que les rollers n'ont jamais eu à lutter pour arriver au succès, notamment avec l'arrivée des films, des magazines, des marques de roller. Et il y a même eu un jeu vidéo de roller qui est sorti. Et tout ça en très peu de temps, je le rappelle, avec une croissance en termes de pratiquants et en termes de chiffres qui est juste exponentielle. Alors que pendant une vingtaine d'années, les skaters ont tenté de se développer. Il y avait donc une jalousie qui a été créée entre les skaters et les rollers. Les skaters se moquaient donc des rollers, la plupart du temps il s'agissait d'un jeu. Les skaters pensaient que c'était légitime contre les rollers. Les rollers étaient en quelque sorte considérés comme des gamins qui gênaient les skaters dans le parc. De plus, les skaters ont développé le concept du poseur, mais du coup c'était pas un skater le poseur, c'était totalement un roller qui est devenu un symbole très connu. Donc à la base, pour les gens qui pensaient qu'un poseur c'est un skate, en fait à la base ça vient du roller. En 2005, suite à l'annonce du rejet des rollers au X-Games et d'un manque de médiatisation, les pros en roller ont été forcés de démissionner et de trouver des emplois normaux. Les jeunes abandonnent donc le roller et se mettent au skateboard. La course était finie et le roller entamait sa disparition de la surface du globe. L'effondrement du roller. En 1997, le marché s'est effondré. Rollerblade dominait toujours avec environ 40% du marché américain et 355 millions de dollars de vente, mais les producteurs First Team Sport et K2, qui occupaient la 2e et 3e place, étaient au plus mal. Selon un article de Forbes, pour vous dire, on passait dans Forbes quand même, First Team a vu ses ventes chuter de 36% et K2 de 15%. En 1997, près de 2 tiers des enfants de 11 ans possédaient une paire de rollers. Ce qui veut dire que comme vous savez, quand on a une paire de rollers, on n'a pas besoin d'en acheter une nouvelle. Au tournant du nouveau millénaire, 22 millions d'Américains roulaient sur les rollers au moins une fois par an. Chiffre qui en 2017 est tombé à 5 millions. Boum, divisé par 4. Mais quelque chose s'est produit au début du siècle. La génération Y a grandi. L'industrie a mûri et la mentalité des consommateurs ont changé. Après l'arrêt du roller au X-Games, ce qui a du coup conclu la fin des sponsors, et c'est pour ça que les professionnels ont dû arrêter d'être professionnels et chercher un métier à côté. Les enfants préféraient donc faire le sport qui était à la mode, et à votre avis, c'était quoi? Le skateboard. Donc comme vous avez pu le voir, le roller c'est quelque chose qui a explosé très rapidement et qui a duré 10 ans à fond, qui a vécu comme jamais un sport n'a vécu. Mais malheureusement, le sport s'est inscrit dans un effet de mode et comme vous le savez, chaque mode a une fin. Et malheureusement, le roller n'est plus à la mode. Et donc voilà, c'était donc l'histoire du roller. Je fais des vidéos sur le roller depuis maintenant près de 5 ans. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de connaître un minimum l'histoire qui nous entoure. J'ai mis énormément de temps à trouver toutes ces informations, surtout qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet. Pour pas faire la même chose que eux, j'ai dû me documenter, mais bien évidemment, une histoire c'est une histoire. Après, il y a différentes interprétations, comme vous avez pu le voir, notamment avec la guerre des skaters. Moi, j'ai pris l'interprétation qu'il y avait dans un film, que j'ai regardé et que j'ai trouvé vraiment intéressante, qui pour moi semble être vraie. Après, à chacun son interprétation. Ça, c'est l'histoire comme moi je l'ai vue, comme moi je l'ai trouvée, comme moi je l'ai cherchée. Il m'a fallu plusieurs jours de recherche. Donc si t'as kiffé cette vidéo, vraiment n'hésite pas à liker. Si tu veux d'autres histoires, dis-le en commentaire, ça peut vraiment se faire. Et c'était Missito. Peace.